Eh bien, bienvenue dans cette vidéo sur la mécanique quantique. Mécanique quantique, c'est quoi? C'est la physique des particules élémentaires, qu'on appelle quantique, puisque ça correspond à des quantas, c'est-à-dire des quantifications. Une particule élémentaire peut être dans un état A ou B, mais ne peut pas être sur A' ou entre les deux. Donc c'est ça qui fait qu'on l'appelle une mécanique quantique. Ce qui va nous intéresser ici, surtout, c'est les inégalités de Bell, qui parle d'intrication. Sur la figure que vous avez à l'écran, on voit un peu déjà ce que c'est une intrication, c'est-à-dire c'est des états superposés. Par exemple ici, c'est deux flèches qui sont superposées l'une sur l'autre, donc on voit un truc flou et qui contient les deux positions en même temps. Or, ce que montre Lincoln et Bell, surtout, c'est que dans la mécanique quantique, les positions ne sont pas prises au départ et sont décidées qu'au moment de la mesure. Donc, c'est l'objet de cette illustration. C'est-à-dire que vous avez une particule qui est dans plusieurs états à la fois, en l'occurrence ici 2, et au moment de la mesure, c'est ce qu'on appelle l'effondrement de la fonction d'onde, elle va choisir une des deux états. Donc évidemment, c'est un sujet qui est passionnant, qui est très surprenant, et donc il y a beaucoup de vidéos sur Internet qui le traitent. Je me suis permis d'en rajouter une, parce que je n'ai pas trouvé d'explication complète des inégalités de Bell, et particulièrement au niveau du calcul. Voilà, pourquoi on arrive à une contradiction et comment les calculs ont été menés, ça, j'ai pas trouvé grand chose, donc je me suis permis de faire cette vidéo. Parce que tout l'intérêt de ces expériences, c'est vraiment le calcul mathématique. Donc on y va. Tout d'abord, je vous montre mes deux sources principales, il y en a plusieurs autres, mais les principales, c'est tout d'abord Photons jumeaux, où il y a un entretien avec Alain Aspect, et un site américain par un chercheur américain, donc Arvin H, qui fait pour moi l'explication la plus concrète, et je me suis permis de reprendre une grande partie de ces explications. Donc tout d'abord, on va commencer par un petit rappel historique. Il y a beaucoup de sources sur Internet sur le sujet des inégalités de Bell, parce que ça démarre d'un débat entre Niels Bohr et Albert Einstein, donc deux immenses figures de la physique moderne. Ils ont commencé à débattre ensemble, on va dire, à partir de 1927, au congrès de Solvay. Pour résumer, Niels Bohr est un défenseur de la mécanique quantique avec tous les aspects les plus intrigants, comme la superposition d'états et le fait qu'on ne puisse pas définir à l'avance la position d'une particule, contrairement à Einstein, qui lui est plus sur une position déterministe, avec sa fameuse phrase « Dieu ne joue pas au dé », qui est très parlante sur son approche, qui est l'approche un peu de tout le monde. Donc Einstein s'est efforcé, malgré tout, de revenir à une mécanique plus classique, entre guillemets. Or, Niels Bohr, à chaque fois, arrivait à contrecarrer les arguments d'Albert Einstein, et des fois même avec les propres théories d'Albert Einstein, comme la relativité générale. Et donc c'est en 1935 que Einstein, qui était donc aux États-Unis à l'époque, a proposé la situation EPR, EPR pour les initiales d'Einstein, de Podolsky et de Rosen, qui ont imaginé donc une situation qui mettrait en contradiction, enfin du moins c'est ce qu'ils pensaient, la mécanique quantique, puisque on parle d'objets intriqués. Donc les objets intriqués, c'est quoi? On va voir ça un peu par la suite, mais c'est deux objets qui sont intimement liés ensemble, qu'on va séparer par une longue distance, et au moment de la mesure de l'une, l'autre va apparaître, ce qui est déjà assez incroyable, et est en contradiction, puisque on ne peut pas avoir une particule, on ne peut pas connaître la position exacte et la vitesse, par exemple, de cette même particule en même temps. Et donc, ça faisait une contradiction, qu'on appelait aussi le paradoxe EPR. Le débat est resté sur ce paradoxe pendant des années, puisque les calculs fonctionnaient très bien, ça posait que des problèmes de façon étymologique ou philosophique. Est-ce que la mesure se faisait au dernier moment? C'est un peu comme tout le problème de l'observation de la Lune. Est-ce que la Lune est là quand on la regarde, ou dès qu'on a le dos tourné, elle disparaît et elle ne sait pas dans quel état elle est? Donc c'était un peu l'esprit, ce qui paraît complètement impossible à déterminer. Comment peut-on savoir si la particule a telle vitesse
avant la mesure, ou c'est au moment de la mesure, puisque par définition, c'est que quand on mesure qu'on peut savoir. Eh bien, on a eu ce grand physicien, John Stuart Bell, qui en 1964 propose une inégalité. Il a réussi à trouver une mise en défaut de la mécanique quantique entre ce qu'on est en droit d'attendre de n'importe quelle expérience et ce que va proposer la mécanique quantique. Et donc tout l'objet de la vidéo va être de montrer ce paradoxe, cette violation des inégalités de Bell. Donc ces inégalités de Bell vont départager de façon claire est-ce que la mesure est faite de façon classique ou est-ce qu'il y a vraiment un effondrement de la fonction d'onde comme la mécanique quantique le prédit. Or, l'expérience était loin d'être évidente à faire et c'est grâce à, entre autres, à M. Alain Aspect, à partir de 1980, a réussi à faire l'expérience et à trancher. Et donc, la conclusion, c'est que la mécanique quantique a le dernier mot, ce qui était d'ailleurs une surprise par rapport à M. Bell, qui pensait que c'était plutôt Einstein qui avait raison. Donc, une grande expérience. Cette expérience s'est beaucoup montrée sur Internet, beaucoup de vidéos, beaucoup d'interviews d'Alain Aspect en particulier, qui a eu donc le prix Nobel en 2022. Pour ma part, je vais plutôt me pencher sur la partie théorique et donc la partie calculatoire, mais je vous rassure tout de suite, vraiment très simple. En tout cas, je vais vous l'expliquer de façon le plus simple possible. Alors, dans un premier temps, j'ai besoin de vous montrer la probabilité de projection. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la probabilité de projection? En gros, vous avez une particule qui peut soit être en X, soit en Z. Alors ça, c'est le gros problème des superpositions d'états, qui fait qu'une particule n'a pas choisi, avant la mesure, dans quelle position elle était, et peut-être dans les deux à certaines probabilités près. Et donc évidemment, plus il y a des chances d'être sur Z, par exemple, plus ce vecteur-là, qui représente la probabilité de cette particule, sera proche de Z. Et là, on voit bien que le X va être très petit ou l'inverse. Voilà. Quitte à être exactement sur X, à ce moment-là, la probabilité serait de 1 en X et 0 en Z. Et donc, la question qu'on se pose, c'est en fonction de l'angle voilà, qu'on va voir juste après, là, que vaut la probabilité d'avoir soit X, soit Z, sachant qu'une fois qu'on mesure la particule, elle ne reste pas là, sur cet axe-là, puisqu'il n'y a pas de mesure dans cet axe intermédiaire. C'est vraiment soit X, soit Z. C'est là où je fais une petite parenthèse. Beaucoup de personnes trouvent ça étrange, mais moi le premier, je ne dis pas le contraire. Sauf que, en y réfléchissant, vous avez des particules qui sont à la base. Donc, c'est-à-dire, il n'y a rien avant, en fait, en gros. Donc, quand on regarde les causes qui donnent des effets, on peut revenir comme ça le plus loin possible, mais à un moment donné, un peu comme l'atome, où là, vous n'avez plus une ligne continue, mais vous avez un atome à droite et un atome à gauche, et rien entre les deux. C'est un peu, je dirais, normal, entre guillemets, que ces particules-là n'aient pas de décision prise. Autrement dit, elles peuvent avoir plein de possibilités et c'est pas déterminé surtout. Parce que si c'était déterminé, ça veut dire que quelque chose l'aurait déterminé et donc il y aurait quelque chose avant. Donc finalement, c'est assez, c'est une certaine logique après coup, bien sûr, toujours plus facile après coup, mais il y a une certaine logique qui est pas de déterminisme, qui est pas de prédiction claire et précise, et qu'on ait cette situation un peu loufoque où on peut avoir les deux et que c'est en même temps, voilà, et que ça se décide qu'au dernier moment. Et donc ça permet d'avoir quelque chose d'aléatoire et d'avoir quelque chose qui ne dépend pas d'une conséquence antérieure. Voilà. Donc il y a plein d'aspects aussi qui rentrent en compte. Par la suite, il y a l'énergie du vide qui fait apparaître des particules pendant des fractions de secondes, mais qui permet d'avoir comme ça des apparitions et éventuellement même, on parle même du Big Bang
dans ces cas-là. Enfin bref, ça irait un peu trop loin, mais voilà, moi ce qui me semble intéressant, c'est ça, que finalement, c'est pas si surprenant que ça, qu'il n'y ait pas de détermination, puisque ils sont au tout début. Hein. C'est comme pareil, quand je découpe la table, bah, au bout d'un moment, bah, effectivement, il faut bien qu'il y ait des briques élémentaires, donc les atomes, parce que sinon ça veut dire qu'il n'y aurait pas de finitude, qu'il n'y aurait pas de limite, parce qu'on aurait toujours une infinité à diviser, ce qui est qui serait un peu plus absurde en fait que ce qui est actuellement. Après, c'est qu'une vision des choses et ça va pas plus loin. Donc je prends une mesure en fonction de l'axe X. Le vecteur, lui, il a un angle θ. Quelle est la probabilité que je l'ai sur l'axe X? Donc cette probabilité, c'est ce qui est marqué ici en rouge, cosinus carré de θ, et on va le démontrer ensemble. C'est pas très compliqué, c'est plutôt intéressant. Donc la démonstration, elle est la suivante. Vous avez le vecteur, son projeté orthogonal, ça va être cosinus θ, c'est la longueur qui est là. Et le projeté selon la verticale, ça va être sinus θ. Et la question, c'est quelle est la probabilité de trouver le vecteur sur l'axe X? Et cette probabilité, donc, on l'appelle P de θ. Et on peut remarquer une première chose, c'est que si ce vecteur n'était pas selon θ, mais θ plus pi, donc dans l'autre sens, comme ça, on peut supposer légitimement que la probabilité ne changerait pas, que ce soit dans le sens ici ou dans le sens vers le bas. Selon l'axe X, ça ne change rien, ça serait juste négatif, mais la probabilité est toujours positive, donc ça ne changerait pas la probabilité. Donc, on a la même projection, et donc, que ce soit l'angle θ ou l'angle θ plus pi, ça ne change rien sur la probabilité. On devrait avoir la même chose, la même probabilité de le mesurer selon l'axe X, ce qu'on appelle une probabilité qui est pi périodique. Quand on a une fonction qui est pi périodique, donc ça veut dire que ça va être une combinaison linéaire, donc A, B, C près, de cosinus de θ, et pareil de sinus de θ, puisque cosinus et sinus, ce sont les deux principales fonctions pi périodiques. Donc on peut légitimement supposer que notre probabilité, là qu'on cherche, P de θ, hein, P en fonction de θ, est une combinaison linéaire de ces deux fonctions-là, à une constante près. Alors pourquoi j'ai pas mis tangente? Parce que tangente de θ, on peut tout de suite l'exclure, ou de θ, hein, peu importe, puisque tangente est une fonction qui croît entre moins l'infini et plus l'infini. Donc on aura du mal à avoir une probabilité qui est inférieure à 1. Donc c'est pour ça qu'on peut déjà l'exclure. Une fois qu'on a vu que la probabilité était indépendante d'une rotation de pi, on va aussi remarquer que cette probabilité est indépendante du sens de rotation. Donc qu'on ait θ vers le haut ou θ vers le bas, cette probabilité d'avoir le vecteur bleu foncé ou bleu clair va être la même. C'est complètement symétrique. Donc notre probabilité est une fonction paire, ce qui veut dire que C vaudra forcément 0 puisque sinus est une fonction impaire. D'accord, il n'y a qu'à remplacer, hein, et on voit que nécessairement C va être égal à 0. Ce qui veut dire qu'au final, on n'a que A et B, cosinus de θ. Là, ça paraît bien logique. Je le reporte ici. Et maintenant, on va donner les deux conditions les plus importantes. C'est-à-dire que si l'angle vaut 0, c'est-à-dire que ce vecteur est aligné sur l'axe X, donc j'ai une probabilité 1 d'avoir bien mon vecteur qui est aligné avec X, puisqu'il est déjà sur X. Donc ce qui veut dire que θ, quand θ vaut 0, cosinus de 0 vaut 1, et donc j'ai A plus B qui vaut 1. Donc ça nous fait une première équation. Deuxième équation, contrario, si θ vaut pi sur 2, donc le vecteur ici se trouve sur l'axe Z, j'aurai 0 chance d'avoir une projection sur l'axe X. Logique. Donc, en remplaçant θ par pi sur 2, on a 2 pi sur 2, ça fait pi, et cosinus de pi, ça fait moins 1. Donc on a A moins B qui vaudra 0, puisque là, la probabilité d'avoir la projection sur l'axe X vaudra 0.
sera nul. Au final, on a donc forcément A qui vaut B et qui vaut 1,5. Il n'y a qu'à faire l'addition des deux. Vous avez 2 A, plus B et moins B, il faudra 0. Donc 2A qui vaut 1. Donc A vaut 1,5. Et si A vaut 1,5, B est équivalent ici, puisque A moins B égale 0. Donc on a les deux qui vaut 1,5. Ce qui nous donne au final une probabilité en fonction de θ qui vaut 1,5 facteur de 1 plus cosinus de θ. Or, et là je vous rappelle ma précédente vidéo sur les nombres complexes qui démontre de façon géométrique que i carré vaut moins 1, donc je vous encourage à la regarder si vous ne l'avez pas vue. Et dans cette vidéo-là, on commence par démontrer cette égalité très importante, trigonométrique, qui est que cosinus de θ vaut cosinus carré de θ moins sinus carré de θ. En écrivant ça, on se retrouve avec 1 moins sinus carré θ qui vaut, par Pythagore, cosinus carré de θ. Donc j'en ai 2. Et donc au final, j'ai 1,5 fois 2 cosinus θ au carré. Donc j'obtiens la probabilité de projection d'un vecteur sur un axe x, donc l'axe horizontal, qui vaut cosinus carré de θ. Donc c'est une propriété qui va être importante pour la suite de notre vidéo. Voilà. Quand j'ai un vecteur qui fait un angle θ par rapport à l'axe horizontal, si je décide de mesurer, je vais avoir cosinus carré θ de chance de l'avoir sur l'axe x. Si maintenant je regarde ce que ça donne pour l'axe z, eh ben, ça va être le projeté vertical, c'est-à-dire sinus, et donc je vais avoir sinus carré. Autrement dit, j'ai cosinus carré chance de l'avoir sur x et j'ai sinus carré chance de l'avoir sur z. En additionnant les probabilités, bien sûr, soit c'est sur x, soit c'est sur z ou y, et donc j'ai l'ensemble des possibilités, et donc j'ai bien 1, puisque par Pythagore, la somme de cosinus carré et sinus carré vaut bien 1. Donc ça, c'est aussi pour montrer que c'est pas cosinus, juste cosinus, il faut bien le mettre au carré. Ce qui nous donne l'écriture de la superposition quantique. Quand j'ai un vecteur qui est à la fois un peu en x, à la fois un petit peu en z, je peux l'écrire comme coordonnées, comme des vecteurs normaux, de cosinus θ et sinus θ. Exactement pareil que si j'avais écrit, donc c'est pour ça que c'est pas si bizarre que ça, et c'est l'écriture d'une superposition quantique où on a à la fois un peu de x et à la fois un peu de z. Maintenant, si je veux savoir quelle est la grande chance d'avoir soit du x, soit du z, il suffit que je prenne les carrés. Ce qu'on appelle donc en notation bracket, donc c'est exactement pareil que ça, mais en mécanique quantique, il y a une écriture spécifique, puisque bien sûr, c'est pas purement géométrique, ou c'est géométrie, mais dans l'espace quantique. Et pour illustrer, par exemple, si j'ai le chat de Schrödinger, qui est à la fois vivant et mort, je vous rappelle le chat de Schrödinger, on a un chat qui illustre cette propriété complètement non intuitive, qui est que le chat, c'est pas qu'il est à moitié mort, à moitié vivant, c'est pas ça. Il est à la fois les deux, à moitié. Donc il est à 50% vivant, 50% mort, et il est dans un état superposé. Et c'est qu'au moment où on ouvre la boîte, que forcément, la fonction d'onde, on appelle ça, va s'effondrer et va faire un choix entre mort et vivant. Et donc la moitié, c'est 50%, 0,5. Or, il faut prendre la racine carrée, et donc la racine carrée de 0,5, c'est racine de 2 sur 2. Ce qui donne exactement pareil que ce qu'on avait, cosinus θ, sinus θ, c'est θ qui vaut 45 degrés, pi sur 4, et donc on a racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2, ce qu'il y a exactement ici. Donc après, c'est une notation ici qu'il faut voir, mais nous, on ne va pas l'utiliser dans la vidéo. Et ça illustre cette superposition, c'est un chat, donc qui est dans les deux états à la fois. C'est pas un peu ce que montre l'image, on aurait moitié mort, moitié vivant. C'est pas ça. C'est ce qui a été écrit ici. Il est à la fois les deux. Il est mort et vivant. Et donc la représentation vectorielle s'écrit comme ça. Racine de 2 sur 2
on met les racines carrées, de la même manière que si on veut la probabilité d'avoir soit l'un, soit l'autre, il faudra prendre le carré de ça. Et donc le carré de ça, vous voyez bien, la racine de 2 devient 2, et le 2 devient 4, et 2 sur 4, ça fait 1,5. Et donc vous avez bien une probabilité de 1,5 chacun. Donc voilà comment on représente les vecteurs probabilistes en mécanique quantique. Donc maintenant, on va regarder ce que c'est les inégalités de Bell de manière classique, de manière générale, de quoi ça parle. Et vous allez voir, rien de compliqué, mais le génie de John Stewart Bell, c'est d'avoir pu transposer cette inégalité de Bell et voir qu'il y avait quelque chose de paradoxal avec la mécanique quantique. Donc il faut connaître bien les deux et faire le lien. Donc bravo à lui. Et donc on va regarder déjà ce que c'est classiquement, mais il n'y a vraiment aucune difficulté dans la mécanique classique et des inégalités de Bell. Alors pour commencer, on a besoin d'un photon, voilà, une particule élémentaire. Ce photon, il va avoir une rotation, d'accord. Cette rotation, c'est ce qu'on appelle le spin. Donc, c'est quoi le spin pour faire vite, mais on n'en a pas besoin pour notre vidéo, hein. Le spin, c'est un moment angulaire qu'on représente, nous, dans notre monde, parce qu'on a besoin d'avoir une représentation, mais évidemment, dans l'espace quantique, c'est vraiment très différent de ça. Ça peut prendre tous les axes en même temps. Enfin bref, c'est une toupie dans tous les sens. C'est assez dingue. Mais en tout cas, le spin crée le sens des aimants. Voilà, c'est un lien direct avec ce qu'on peut avoir dans les aimants et le fait que toutes les particules vont s'aligner dans un aimant. Justement, toutes les particules vont s'aligner bien à la même direction et va créer la force électromagnétique qui permet de coller les aimants ensemble. Donc c'est une vraie propriété, comme peut l'être la masse ou la charge électrique. On verra d'ailleurs à la fin que c'est un rapport direct aussi avec la polarisation de la lumière. Donc ici, c'est un photon avec un sens qu'on a pris de façon arbitraire gauche vers la droite, ce qui nous donne un sens vers le haut, donc ce qu'on appelle le spin plus. Donc on peut avoir Z+, mais on peut aussi avoir dans l'autre sens, vers le bas, Z-. Et donc on peut avoir donc de la même manière dans l'autre axe X+, et puis dans l'autre sens X-. On va rajouter un axe intermédiaire, c'est là où ça devient intéressant, hein, c'est primordial pour l'inégalité de Bell. Si on n'a que les deux axes, on ne s'en sort pas trop, enfin ça ne donne pas de truc très riche. Là, la petite astuce, c'est de rajouter un axe intermédiaire à 45 degrés qu'on va appeler Q. Et donc pareil, on va avoir possibilité d'avoir Q+, ou Q-. Donc l'électron, lui, il peut avoir donc 6 possibilités. Si on groupe ces 3 axes avec les 2 positions à chaque fois, ça nous fait 8 cas différents. C'est là où c'est génial, c'est que le photon, il va forcément apparaître soit en Z, soit en Q, soit en X, en fonction de l'appareil de mesure qu'on va lui mettre. Or, ce photon, si je le mesure en Z, par exemple, il va, par contre, choisir soit ses Z+, soit ses Z-. Mais il ne va pas choisir Q si on l'a demandé de se mettre en Z. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc, en mettant les 8 cas possibles ici, vous voyez, vous n'avez pas le choix. Le photon, quoi qu'il arrive, au départ, il est forcément dans une des 8 possibilités ici présentes. Il n'y en a pas d'autres. Et donc si par exemple je mesure en X et je veux qu'ils soient en X-, par exemple, donc ça va être les 4 derniers. Et si jamais ces photons, on les avait mesurés en Q, je parle bien des mêmes, on ne les a pas mesurés en X, mais on les a mesurés en Q, et en Q-, ça va être les 2 derniers. Pour l'expérience, nous, on va faire que 2 possibilités, puisqu'on n'aura que 2 photons intriqués. Les photons intriqués, qu'est-ce que c'est? C'est au départ un seul photon qui a un moment angulaire nul, c'est un spin 0. On va le transformer en 2 photons. Et comme le moment était nul au départ, c'est 2 photons qui va être un
plus et 1 moins. On va ensuite les séparer. C'est ce qu'on appelle des photons intriqués. Donc, même s'ils sont séparés par la distance, ils sont intimement liés l'un à l'autre, parce que forcément, si on a un, par exemple le bleu, qui est mesuré et qui donne plus, l'autre forcément va être moins. Et donc la grande question, c'est est-ce que c'était joué dès le départ? Est-ce que c'était une des caractéristiques de départ qui était cachée? C'est ce qu'on appelle les variables cachées. Ou alors, comme l'affirme la mécanique quantique, c'est une mesure qui est faite au dernier moment. Or là, situation OPR, comment expliquer que une action, voilà, parce que ce photon peut être très très loin, une action à longue distance peut influencer un photon qui est à l'opposé. Ce qui donne justement une contradiction sur la localité, car Einstein avait prouvé depuis longtemps, et ça tout le monde est d'accord avec ça, c'est qu'on ne peut pas avoir d'action qui soit plus rapide que la lumière. Donc il suffit de faire une mesure qui ne laisse pas le temps au photon rouge de prendre l'autre valeur, qui mettra en contradiction la causalité et le fait qu'une action serait plus rapide que la vitesse de la lumière. Ce à quoi la mécanique quantique répond que non, la mesure est faite au dernier moment, donc il n'y a pas de communication possible. D'où cette fameuse expérience d'Alain Aspect qui va montrer que les inégalités de Bell vont être violées. Alors, là j'ai 7 plus 7 moins, pas de problème. Là on ne peut pas trop montrer grand-chose. Ce qui va être intéressant, c'est de mesurer, justement, comme on avait commencé à étudier les probabilités d'avoir une projection dans des axes différents. Donc, quelle est la probabilité de mesurer le bleu en X+, et le rouge en Z+. Donc, quelle est la probabilité d'avoir X+, Z+. Cette probabilité, comment on la calcule? Il faudra regarder, quand vous avez bien compris, vous avez deux mesures différentes à droite et à gauche. Il faudra voir à quel moment j'ai X+, donc ça c'est facile pour le bleu, mais Z-, puisque Z- correspond toujours au bleu. Et si on a Z- sur le bleu, c'est-à-dire qu'on a Z+ pour le rouge. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Quelle est la probabilité que cette particule bleue, ce photon bleu, soit dans le cas de figure X+, Z-? Et bien, vous l'avez ici, c'est E2, E4. On est d'accord, ça fait partie de ces deux groupes-là. Donc je peux les compter autant de fois que je veux, ça fait forcément le nombre de E2 et E4. À ce moment-là, si j'ai ces E2, E4, je vais avoir, si je mesure du X+, si je mesure en X, je vais avoir X+, et si je mesure en Z la rouge, je vais avoir Z+, puisque si j'ai Z- ici, j'ai Z+ ici. Puisque je répète, les particules sont intriquées, donc elles sont là à 100%. Si l'une fait un sens, l'autre fait l'autre sens, c'est obligatoire. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que on ne l'a pas mesuré le Z-, c'est que on le suppose que forcément, si on l'avait mesuré en Z, il aurait donné Z-. Voilà. Mais rien ne nous empêche, même si on l'a mesuré en X, d'imaginer ce qu'il aurait pu donner en Z. C'est là la grande astuce. Et donc là, on a, comme je l'ai dit, on a bien E2 plus E4 qui va donner l'ensemble des possibilités et donc de la probabilité, puisqu'il suffit de diviser par le nombre total, par les 8, là, puis on aura la probabilité. Ça, c'est bon pour X+, Z+. Ensuite, on va continuer, c'est là où ça va être intéressant, c'est quelle est la probabilité d'avoir X+, Q+, c'est-à-dire vous avez le bleu qui n'a pas bougé et cette fois-ci le rouge qui est dans la diagonale. Donc Q+, ce qui veut dire donc Q- pour le bleu, exactement pareil pour tout à l'heure. Et donc le bleu, il fera partie de E3 et des E4. Si on va voir cette configuration, c'est E3, E4. Et donc ma probabilité X+, Q+, c'est E3 plus E4. Je mets ça de côté. Et troisième probabilité, cette fois-ci, j'ai Q+ pour le bleu et Z+ pour le rouge. Ce qui fait donc ça revient au bleu qui fait Z-.
Et donc, vous avez E2 et E6. Au final, j'ai donc ces trois probabilités. Or, on a E2 qui se répète ici, et puis E4 qui se répète là, ce qu'on projette. Et donc, j'ai forcément E2 plus E4, qui est donc la probabilité X plus Z plus, qui sera inférieure à E3, E4, plus E2, E6. Puisqu'ils comprennent E2, E4, et que E est toujours positif, puisque c'est le nombre de cas. Donc, à moins que, au minimum E3 et E6 valent 0, ce qui est possible, à ce moment-là, j'aurai une égalité, mais je ne peux pas avoir la probabilité de X plus Z plus qui est supérieure aux deux autres. Donc ça, c'est vraiment imparable, c'est vraiment classique. On a démontré, par cet exemple, qu'on ne peut pas avoir la première qui est supérieure à la deuxième, il sera toujours inférieur parce qu'il est compris dedans. Et ça, il y a plein d'exemples aussi sur Internet, avec des schémas, avec des ensembles, des cercles. Ça marche pour plein d'exemples. Ici, on le voit aussi très bien. Donc au final, on a cette inégalité de Bell qui est ici démontrée et qui part vraiment d'un principe de base. Donc la probabilité de X plus Z plus est forcément inférieure à celle de X plus Q plus et de Q plus Z plus. Donc en fait un peu l'intermédiaire. J'ai celle-ci et puis là j'ai l'intermédiaire qui est entre les deux. Et forcément ces deux-là, ici, ces deux-là englobent celui-ci. C'est ce qu'on appelle la fameuse inégalité de Bell qu'on va mettre de côté, puisque on va regarder qu'en mécanique quantique, dans des situations bien précises, cette inégalité va être violée. Et donc, on ne peut pas appliquer à la mécanique quantique la même chose que ce qu'on peut avoir en classique. On y va. Donc, on a cette inégalité de Bell. Alors, pour voir comment ça va être violé, il faut déjà savoir comment c'est calculé en mécanique quantique. En mécanique quantique, donc on a besoin des angles, comme on a vu au début de la vidéo. Donc je vous remets le calcul qu'on a trouvé ici, c'est-à-dire que la probabilité d'avoir ce vecteur sur l'axe X va être cosinus carré de l'angle qu'il fait avec cet axe. Or, pour un photon qui a un spin vers le haut, si on regarde la probabilité de mesurer son spin vers le haut, ça va être 1. C'est clair. S'il est déjà en un sens vers le haut et qu'on mesure vers le haut aussi, on a 100% de réussite de l'avoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on mesure vers le bas, quelle est la probabilité qu'un spin qui était haut soit mesuré vers le bas? C'est 0. Puisqu'il n'y a aucune chance que, puisque la probabilité c'était 1 vers le haut, il n'y a aucune chance de l'avoir vers le bas. On peut avoir des intermédiaires ici, voilà, c'est les cosinus, mais avoir en bas, c'est pas possible, puisque c'est tout à fait l'inverse. Ce qui veut dire qu'étant donné qu'on a 180 degrés en allant vers le bas, et que le cosinus de 180 degrés, ce n'est pas 0, c'est moins 1, on doit diviser par 2. Attention, donc on ne prend pas le même θ qui est là, c'est la différence entre un θ géométrique et un θ de l'espace vectoriel quantique. Il faudra diviser par 2. Et là, on retombe sur nos pattes, c'est-à-dire que le cosinus de 180 divisé par 2, c'est bien cosinus de 90 degrés, et donc ça vaut bien 0. Donc là, on a bien une probabilité nulle. Et donc, dans l'espace qu'on appelle l'espace des spineurs, ou l'espace spinoriel, donc l'espace quantique si vous voulez, il faut bien différencier l'espace géométrique et l'espace de la fonction d'onde, mais c'est pas non plus hyper différent, il faut juste diviser par 2. Et donc vous voyez, ce qui n'est pas forcément intuitif, si j'ai x plus ici, le x moins ne va pas être à 180 degrés, mais il va être à 90 degrés. Et là, on a bien la même probabilité, si c'est 90, ça fait bien 0, de l'avoir en x moins. Donc il faut bien diviser par 2, ne pas oublier de diviser par 2 notre fameuse probabilité qu'on avait calculée au départ. Donc je la remets, mais en divisant par 2. Et donc si j'ai x+, le z, au lieu d'être à perpendiculaire, il va être à 45 degrés, etc. Et tous les angles vont être divisés par 2.
À part ça, il n'y a rien qui change. Si ça vous paraît un peu surprenant, je vous mets un petit complément ici, ce qu'on appelle la ceinture de Dirac. C'est-à-dire qu'une rotation pour cette ceinture n'est pas de 360 degrés, on ne retourne pas sur nos pas, il faut faire le double, 720 degrés. Donc c'est un peu ce qui se passe ici. Pour les spins, il faut faire 2 fois plus, d'où l'angle qui est divisé par 2. Donc là, sur l'exemple, j'ai pris sur Wikipédia, donc vous pouvez y aller si vous intéresse. Voilà, il faut faire 2 tours complets pour retomber sur les pattes, ce qui est un peu le spin qui fait 1, moins 1, et on revient à 1 si on fait 360 degrés de plus, d'où le θ divisé par 2. Au final, on retient bien que notre probabilité, ce n'est plus cosinus carré juste de θ, mais c'est cosinus carré de θ sur 2. Maintenant, on peut attaquer nos probabilités en mécanique quantique avec cette fameuse formule qu'on vient de montrer. Donc, la probabilité de x plus z plus, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité d'avoir un vecteur en x plus et de le mesurer en z plus, attention, en z plus pour le photon intriqué. Ce qui veut dire, comme pour précédemment, que notre photon de départ, le photon qu'on a mesuré à gauche, là, au début, le bleu, pareil, si on l'avait mesuré en z, il aurait donné z-. Si on veut avoir z plus pour le rouge, il faut avoir, comme tout à l'heure, z- pour le premier photon. Donc, quelle est la probabilité d'avoir x plus z-? C'est là où on peut utiliser notre formule. Ici, il n'y a pas besoin de diviser par 2 parce que j'ai pris un graphique qui est déjà divisé par 2. Et donc, il n'y a plus qu'à mesurer l'angle. Et l'angle ici, c'est 90 degrés plus 45, 135 degrés. Et quand on fait le calcul, ça nous fait 0,5, racine de 2 sur 2, pile poil. Et donc, la probabilité de x plus z plus, c'est 0,5. Déjà pour la première. Maintenant, on regarde la deuxième. On fait pareil, mais la valeur qu'on a trouvée de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on a? On a toujours le premier photon qui est x+. Si on l'avait mesuré en Q, il aurait donné Q-, parce qu'on va avoir Q+, pour le deuxième. Et donc on a un angle de 112 degrés, c'est-à-dire 90 plus 22,5, la moitié de 45, et donc j'ai cosinus carré de 112 degrés, c'est-à-dire 0,15. C'est même un peu moins, mais c'est pas grave, on va prendre 0,15, et donc ça donne la probabilité de x plus q plus le deuxième. Il nous reste un troisième. Le troisième, vous avez le premier photon qui est en q+. Si on l'avait mesuré, c'était en z-, on peut refaire le calcul, mais vous voyez très bien que c'est exactement pareil que celui d'avant, c'est-à-dire on tourne la tête de 22,5 et on a exactement la même chose, d'accord? Donc la probabilité n'a pas changé. Donc on peut faire le calcul, mais bien sûr, on retrouve le même résultat, qui est que la probabilité de Q plus Z plus, ça sera aussi 0,15. Un peu moins d'ailleurs, mais on va arrondir à 0,15. Et là, qu'est-ce que vous voyez? C'est génial. C'est que on a une relation des inégalités qui était parfaitement comprise pour le classique, qui englobait toutes les possibilités qu'on pouvait imaginer d'une mesure classique, que 0,5 devait être inférieur aux deux autres. Or, non, 0,5, malheureusement, c'est plus grand que 0,30. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème sur ce constat-là, que les inégalités sont archi-violées et qu'on n'a plus cette probabilité qui était pourtant globale. Ici, ces deux probabilités sont globales, forcément elles vont englober celle-ci. Or non, celle-ci est plus forte. Ce qui veut dire aussi qu'il y a une corrélation plus importante en mécanique quantique qu'en mécanique classique. Forcément, puisque c'était pas prévu et c'est un univers complètement différent. La mécanique classique ne pouvait pas prévoir ce qu'on trouve en mécanique quantique. Or, en mécanique quantique, les calculs qui sont faits ici, et c'est ça qui restait à prouver de façon expérimentale, a complètement prévu les résultats qu'on obtient par l'expérience et la fameuse expérience de monsieur Alain Aspect, qui a donc eu le prix Nobel en 2022, c'est-à-dire 40 ans plus tard quand même. C'est pour vous dire l'importance de son expérience, qui a donc réussi à montrer qu'il n'avait aucune ambiguïté sur la force de la mécanique quantique et le fait que la mesure
se faisait vraiment au dernier moment et pas avec des variables cachées, ce que pensait Einstein, ce que pensait aussi John Bell, qui permettait d'avoir des résultats qui auraient pu être prédits de façon plus classique. Non, malheureusement, ça dépasse le classique et on n'a pas le choix que d'utiliser la mécanique quantique, et les résultats des angles ici donnent une corrélation parfaite avec les résultats attendus par expérience. Et la première expérience avait été faite donc en 83 pour avoir vraiment quelque chose d'abouti avec des polarisateurs qui étaient changés au dernier moment, donc qui pouvaient exclure toute communication qui est plus vite que la lumière. Ces expériences, donc depuis 40 ans, ont été poussées, améliorées, et il n'y a toujours aucune contradiction, et au contraire, les prédictions de la mécanique quantique sont vérifiées avec une précision de 12 chiffres après la virgule. Donc il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. On va finir sur un petit bonus. Quelque chose qui est très surprenant sur les polariseurs. Donc là, on va parler d'un phénomène très amusant. Vous avez deux polariseurs. Donc si vous les mettez à 90 degrés l'un sur l'autre, ça bloque toute la lumière, puisque soit c'est vertical, soit c'est horizontal, comme le montre le schéma ici, et donc tout est bloqué. Donc au final, il y a 0% des ondes lumineuses qui traversent les deux filtres. Par contre, si vous mettez entre les deux un troisième qui est à 45 degrés, comme on a vu avec le cosinus de 45 degrés, vous avez un demi. Donc vous avez la moitié des ondes qui vont traverser. Et comme 90 degrés, c'est aussi 45 degrés par rapport à 45, vous avez encore la moitié qui est bloquée. Et donc moitié fois moitié, ça fait un quart, et non pas 0%. C'est pour ça que, au final, si vous ne mettez que 2, vous avez 0%. Si vous mettez 3, vous avez 25% qui passe. Et, chose incroyable, donc vous avez plus de lumière quand vous mettez 3 que quand vous mettez 2. D'où cette image. Voilà, sur ce, je vous laisse. À bientôt et merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo.